y compris devant la puissance publique. Bonsoir Jean-Philippe André, merci d'être... Ah pardon, oui forcément, je me suis trompé de côté, évidemment j'avais entouré. Bonsoir Jean-Philippe André, c'est parce que je voulais vous poser la première question. Je vais tout recommencer, regardez ça va être plus clair. Bonsoir Rodolphe Bonas, voilà, je ne me trompe pas, vous êtes le PDG du groupe Aristide Retail Technology et expert de la consommation. Bonsoir Jean-Philippe André. Rebonsoir. Rebonsoir, rebonsoir, voilà très bien. Président de l'Association nationale des industries alimentaires et également patron de Haribo. Je voulais commencer par vous, parce que c'est vous qui le met en cause d'une certaine manière, Michel-Édouard Leclerc, ce matin, quand il dit « les industriels en profitent de la crise, profitent de la guerre, du contexte actuel pour augmenter artificiellement leurs prix ». Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il se trouve que, de temps en temps, je fréquente aussi Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Je voudrais dire deux choses à son endroit. D'abord que c'est un très grand industriel, et donc sa famille et lui-même ont façonné, à leur manière d'ailleurs, une grande partie de la distribution française. Mais je crois qu'on est aussi loin de l'image d'Épinal, c'est-à-dire que la petite épicerie de départ, aujourd'hui, est une très grande entreprise de 50 milliards et qui pèse très fort. Et je mets en rapport le 50 milliards avec les 15 000 entreprises qui sont dans l'agroalimentaire en France, qui en moyenne auront 50, 60 millions de chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires d'une de nos sociétés, un distributeur, quel qu'il soit, pas que Leclerc, pèse à peu près 20%, et nous on pèse, grosso modo, entre 0,000 jusqu'à 0,4 dans le meilleur des cas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Michel-Édouard Leclerc, et d'ailleurs c'est pour ça que vous l'invitez assez souvent ici, c'est aussi un très grand communicant. Là, ce matin, je pense que c'est pas parce qu'on communique très bien, mais quelque chose qui est pas exact, qu'à la fin, ça reste exact. Et là, ce matin, il a quand même dit quelque chose qui a provoqué d'ailleurs beaucoup d'émoi dans la profession, parce que je crois, et vous venez de l'entendre, dire aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, que 50% des hausses demandées sont suspectes, donc ça revient à dire que, allez, je répète, on est à peu près 15 000 entreprises, et ça veut dire que des milliers d'entreprises présenteraient aujourd'hui, dans le cadre des négociations, des demandes de hausse qui sont suspectes. Il faut faire très attention, surtout dans cette période, il faut être très... Parce que, pour expliquer ce qui est en train de se passer, il y a des négociations entre vous, industriels, et les groupes de distribution comme Leclerc, où vous arrivez chez Leclerc en disant, écoutez, nous, on a nos coûts qui augmentent, donc il faut augmenter le prix auquel on vous achète les produits. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. La phrase exacte, c'est même pas ça. C'est « comme vous le savez, monsieur mon client », toute la nuance est dans « comme vous le savez ». Comme vous en faites l'écho, comme tout le monde le sait, comme vous le savez, tout augmente. Et on est dans une séquence, je crois que prenons 30 secondes là-dessus, on est sorti de la séquence Covid, c'était au mois de septembre, on a enchaîné avec la séquence Ukraine, où quand même tu as deux super puissances agroalimentaires qui se font la guerre. Il y a des pays qui, dans le même temps, Inde, a bloqué le blé. En Indonésie, ils ont bloqué de l'huile de palme. La Chine a triplé ses importations de céréales. La fin de la séquence de tout ce dérèglement, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est parfaitement explicable. Donc, ma phrase, c'est bien, comme vous le savez, on est face à une situation qu'il faut prendre en compte. Mais deuxième extrait de l'interview de ce matin de Michel-Édouard Leclerc face à Pauline de Malherbe, il parle très précisément, vous connaissez, de la confiserie. On l'écoute. Des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao qui vous invoquent l'Ukraine pour une augmentation de 15% de tarifs sur de la confiserie, sur des barres chocolatées. Vous parlez de Nestlé ? Je parle de Nestlé, je parle de Mars. Il faut quand même pas déconner. On est sur l'autre continent pour le chocolat et le cacao. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des hausses d'énergie, qu'il y ait des hausses de coûts de transport, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine, avec n'importe quelle perturbation. L'Ukraine a un peu bon dos, quoi. L'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos. C'est important parce que ceux qui nous regardent, les marques qui viennent d'être citées, ceux qui nous regardent les connaissent par cœur. Donc, est-ce que certains, effectivement, abusent en disant... Il y a la guerre en Ukraine, on va faire passer les quelques augmentations indues, par exemple sur le cacao, ce genre de choses, et ça va passer crème. Alors je vais commencer par la dernière partie de votre question, qui est de dire, nous, au niveau de l'ANIA, on est clair là-dessus. Si quelqu'un voulait jouer sur des effets d'aubaine, et disons le mot, parce qu'il y a cette petite musique qui sonne, si quelqu'un voulait faire de la spéculation, nous on n'est pas dans ce jeu-là, on ne couvrirait pas. Ce que dit Michel-Édouard Leclerc là est exact. Est exact, c'est-à-dire que le cacao n'a rien à voir avec l'Ukraine. Donc, si quelqu'un aurait dit ça, il y a sans doute une erreur d'interprétation. Mais il y a des raisons. Par contre, on peut expliquer ce qui se passe également sur le cacao. Le cacao, le marché du cacao est stable.
je fais la confiserie, je suis pas un grand spécialiste du cacao, mais quand même, le marché du cacao avoir un stable... peu de chocolat chez Haribo quand même, non? Très peu. Vous devriez. Les oursons. Oui, les oursons. On fait la guimauve chocolatée. Voilà. On se disait bien aussi. Mais juste pour revenir 2 minutes sérieux, le marché du cacao est stable. Ouais. Ce cacao, il vient de très loin. Le fret maritime, plus 60%. Ouais. Le transport, 6%. Il faut ajouter de la poudre de lait. Poudre de lait, on revient à l'histoire de l'Ukraine parce que alimentation céréales, poudre de lait, 50%. Alimentation. Et donc, quand Michel-Édouard Leclerc dit, de temps en temps, on me demande 10 à 15% d'augmentation sur les produits de ce type, vous voyez qu'en expliquant, donc vous dites, on arrive à comprendre. On n'abuse pas. Rodolphe Bonas, vous qui observez ce qui se passe, est-ce que vous dites que certains seraient peut-être tentés de tirer à la hausse leur prix? Alors, donner une explication, déjà, il faut bien comprendre la posture de ce matin. Il y a deux messages. Il y a un premier message qui s'adresse directement à ses clients pour expliquer que, comme depuis des années, Leclerc et d'autres distributeurs d'ailleurs sont défenseurs du pouvoir d'achat et donc ils vont s'insurger contre finalement des très grandes multinationales. Et quand on cite les Mars, les Nestlé, les Danone ou les Procter & Gamble, c'est un peu les Total du monde de la distribution, si vous voulez. Et les grands méchants. Voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut arriver à distinguer dans le message, première cible, c'est de dire, voilà mes clients, continuez d'aller chez moi, je vais me battre pour le prix. Et deuxième message, d'essayer de commencer à évoquer vis-à-vis de ces grands industriels, attention, nous sommes en négociation et nous ne nous laisserons pas faire. La difficulté de tout ça, vous l'avez bien compris, c'est ce qui est évoqué ici, c'est la connaissance précise de ce qu'on appelle les éléments constitutifs du prix. Est-ce que vous, lorsque vous arrivez en négociation vis-à-vis d'un Leclerc, d'un Carrefour, d'un Système U ou d'un Intermarché, est-ce que vous arrivez avec une lecture transparente des éléments constitutifs du prix, détaillant de manière... Michel-Édouard Leclerc dit non. Et voilà, lui il dit, écoutez, moi... Je ne sais pas pourquoi ça augmente. Moi, j'arrive pas à expliquer ces hausses. Avec, pour terminer, pour que tout le monde comprenne bien, un rapport de force qui est un peu différent d'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce que Michel-Édouard Leclerc, comme Intermarché, comme Carrefour, comme tant d'autres, est aussi fabricant de produits. Les fameux produits marque repère que vous trouvez dans les hypermarchés. Ils ont fortement augmenté. Et ils ont fortement augmenté aussi. Donc, il faudrait comprendre comment sont élaborées ces allégations. Alors, justement, on va prendre un exemple, une partie du prix des produits que vous vendez. Jean-Philippe André, le transport, Laure Closier. Ce que dit ce matin Michel-Édouard Leclerc, c'est que certains de ses clients certains de ses fournisseurs arrivent en disant, écoutez, moi mes coûts de transport pour transporter mes matières premières augmentent de 30, 40, 50%, donc il faut augmenter mes prix. Et dans le même temps, Michel-Édouard Leclerc dit, je regarde ce qui se passe en bout de chaîne, les transporteurs, les grands groupes de transport mondiaux comme le français CMA-CGM font des profits mirobolants en ce moment. Il dit, là, il y a un problème. Oui, c'est ce que dit le gouvernement, puisque Bruno Le Maire a ciblé précisément CMA-CGM comme une des entreprises qui avait fait exploser, et c'est vrai, ses bénéfices pendant les 18 derniers mois. Mais il y a une crise aujourd'hui du fret maritime. On a un problème de conteneurs. Vous savez, c'est ces énormes bateaux qu'on voit en mer avec ces conteneurs. Ces conteneurs, c'était 2 000 € le conteneur il y a 2 ans. On est aujourd'hui à 15 000 € quand vous le louez pour le remplir. Donc ça n'a plus rien à voir. Et on n'a plus assez de conteneurs parce que les ports sont bondés, les conteneurs explosent et on n'a même plus d'aluminium pour pouvoir faire des nouveaux conteneurs. Donc, quand Michel-Édouard Leclerc il dit c'est toujours de la faute des autres, mais à un moment donné, il faut quand même répercuter ce prix quelque part. Oui, d'accord, mais ce prix, s'il est répercuté pour qu'à la fin, CMA-CGM fasse des profits records, je vais donner un chiffre pour que tout le monde comprenne bien. CMA-CGM fait chaque jour, j'ai bien dit chaque jour, 75 millions d'euros de profits. C'est colossal, on peut s'en réjouir, c'est un groupe français, etc. C'est formidable. Mais quand on voit qu'en bout de chaîne, les prix augmentent dans les rayons, on se dit qu'il y a peut-être un lien. Là, ils viennent d'annoncer une ristourne par container de 500 €. L'État les a quand même aussi un peu forcés à rentrer au capital d'Air France. Donc, on les fait quand même participer à l'économie. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on taxe ? Est-ce qu'on récupère ? Et c'est l'État qui prend une partie des profits pour en faire quoi ? Je vous pose la question. Ou est-ce qu'on va sur le consommateur et c'est directement remis sur lui ? On va en parler de cette taxe. Simplement, sur le transport. Jean-Philippe André, est-ce que là, certains abusent et vous font payer plus cher que ce qu'ils ne devraient ? Mais vous savez, la situation, pour l'expliquer, vous êtes entrepreneur dans l'agroalimentaire. Comme vous. Voilà. 45% de votre coût, au départ, c'est la matière première. On vient de l'évoquer. Je n'ai pas le choix. On est d'ailleurs assez content, puisque depuis Egalim 2,
Il y a un équilibre qui a été voulu par tout le monde, par toutes les parties, faire en sorte que, on avait dit à l'époque, il fallait sanctuariser la matière première agricole. Donc, considérez que sur les 45 premiers pourcents de votre coût, vous ne faites rien. Les 20% suivants, grosso modo, c'est de l'emballage. L'emballage, j'ai le choix. Ou j'accepte le prix qu'on me demande sur le carton, ou je ne produis pas. Vous feriez quoi à notre place ? Et vous allez produire. Donc, 45 et 20, je suis à 65. Mettez, allez, en moyenne, 3-4% d'énergie. Qu'est-ce que je dis, moi, à mes fournisseurs d'énergie ? Le prix du gaz et le prix de l'électricité explosent, je le prends. L'entreprise est un citoyen comme les autres, d'accord ? Donc, on est déjà à près de 70%. Et après, vous avez à peu près 20% lié à la masse salariale. Et fort justement, d'ailleurs, dans nos entreprises, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que les salariés se retournent envers nous en disant l'inflation en début d'année, grosso modo, dans les NAO, négociations annuelles obligatoires, vous avez passé 2 points, 3 points, l'inflation est à 5. Donc vous avez des injonctions contradictoires. Vous devez dire oui à tous ces parties internes, les intrants et le personnel. Et l'injonction contradictoire, c'est que vous ne pouvez pas passer la hausse de tarifs qui est avérée complètement. Il faut faire très attention parce qu'à la fin, vous allez arriver. On est en train de tendre un élastique. Il ne faut pas qu'il rompe. Mais alors ça veut dire que vous nous préparez à des prix qui vont encore augmenter. Ou à des rayons vides. Ou à des rayons vides. Ou au bon sens, il faut absolument éviter le rayon vide. Tout le monde a dit ici, sur ces plateaux, pendant des mois et des mois, waouh, résilience de l'agroalimentaire, première industrie de France. Mais d'accord, mais le bon sens, ça veut dire quoi dans ces cas-là ? Le bon sens, c'est de dire, aujourd'hui, vous avez une inflation sur l'alimentaire en France, allez, 4, 5, on va pas discuter. Elle est le double en Allemagne, en Espagne, en truc. Donc, les fameux spéculateurs qui évoquent... Sur l'alimentation, on est à 5-7 en juin. Voilà. C'est à peu près le double. Vous êtes à 9 en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne gère moins bien que nous ? Non. Est-ce que l'Espagne gère moins bien que nous ? Non. Est-ce que tous les Allemands sont des spéculateurs ? Bien sûr que non. Donc il faut accepter ça. Et avoir la vraie réalité du prix de l'alimentation. Rodolphe Bonas, l'inflation que l'on voit là, détaillée sur le carton que l'on vient de voir, ça va aller au-delà de ce que l'on voit là ? Alors, ça va aller au-delà, ça va sans doute continuer à augmenter si jamais les tensions sur l'ensemble de la chaîne continuent à être aussi fortes. Ce qui est assez inédit, malheureusement, c'est qu'en fait, tous les éléments constitutifs de ce prix dont je vous parlais tout à l'heure sont orientés à la hausse et pour l'instant, les indicateurs que nous avons, c'est que ça ne va pas forcément baisser. Soit, eh bien, on a la chance que cette guerre en Ukraine s'arrête et automatiquement, on va avoir une baisse de tension sur l'ensemble des marchés et les prix vont descendre et à partir de ce moment-là, vous verrez une inflation se stagner. Alors, une des raisons pour laquelle cette inflation est un peu plus contenue en France que sur les autres pays, c'est que le dispositif des prix dans l'alimentation est très encadré en France. C'est un peu moins encadré dans les autres pays, et donc c'est contenu. C'est contenu. Donc ça veut dire que oui, il y a fort à parier. Il y a fort à parier que les prix vont continuer malheureusement à augmenter. Il y a un deuxième exemple que je voudrais prendre. On sort de l'alimentation. Exemple donné par le gouvernement directement, c'est Total, Laure Closier. Total qui, là aussi, a fait des profits considérables, 4,6 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre. Pourquoi est-ce que Total engrange des profits supplémentaires grâce à la crise que nous traversons ? C'est l'offre et la demande. Vous avez, suite au Covid, une demande de pétrole qui est repartie très à la hausse. Tout le monde veut du carburant dans le monde entier, plus des problèmes ensuite avec la guerre en Ukraine et des problèmes d'approvisionnement. Donc vous avez une offre qui augmente, une demande où c'est plus compliqué. Forcément, le prix augmente. C'est vraiment purement mécanique. La question sur Total, c'est de savoir si c'est une rente. Et quand on a une rente en France, on la taxe. Donc ça, c'est la vraie question. C'est pas grâce à la force de Total que Total fait des bénéfices comme ça. C'est parce que le pétrole grimpe. Oui. Caroline Michel-Aguirre, idée simple, mise sur la table par la gauche, par les communistes, par la France insoumise, qui est de dire, écoutez, on a ces entreprises qui, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un problème d'équilibre entre l'offre et la demande, font des profits supplémentaires.
il faut taxer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les deux grandes entreprises dont on vient de parler, que ce soit CMA, CGM ou que ce soit Total, ne payent pas ou peu d'impôts sur les bénéfices en France depuis très longtemps. Total a un impôt zéro sur les bénéfices en France parce qu'il a toujours expliqué que son activité française était déficitaire ou nulle, qui est les stations-service. Il ne gagne pas d'argent sur son activité en France de stations-service, donc il ne paye pas d'impôt sur les bénéfices en France. Son bénéfice, il le fait à l'étranger sur l'extraction de pétrole, donc il paye des impôts à l'étranger. CMA, CGM, c'est pareil. L'impôt qu'ils ont payé l'an dernier sur leurs 6,6 milliards d'euros de bénéfices, c'était 350 millions, parce que les armateurs ont un système d'imposition particulier qui leur permet de d'être taxés sur leur tonnage et non sur les bénéfices. Donc, pour répondre à votre question, déjà, avant de vouloir taxer des super profits, on pourrait peut-être les taxer à 25% de leurs bénéfices, alors, Total dit ne fait pas de bénéfices en France, mais déjà CMA, CGM, on pourrait changer ce système très avantageux et juste les taxer à 25% comme toutes les entreprises françaises. Laure. Quoi? Je me demandais si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut s'entendre au niveau européen, refaire la loi.